Le 6 février 1945, au fort de Montrouge, l'écrivain fasciste et collaborationniste Robert Brasillac est fusillé. Étrange coïncidence des dates dont l'histoire a parfois le secret, cette exécution a lieu 11 ans après les émeutes des ligues d'extrême droite qui ont fait craindre un coup d'État qui aurait emporté la Troisième République. Le sursaut républicain qui s'en était suivi avait donné un court sursis au régime, un peu plus de 6 ans, avant que dans la catastrophe de juin 40, Philippe Pétain ne s'arroge les pleins pouvoirs et mette fin, de fait, à la République. Brasillac était de ceux qui ont vu d'un bon œil la fin de ce qu'ils appelaient la gueuse, la République égalitaire et parlementaire. Pendant toute la guerre, de février 1941 au mois d'août 1944, Robert Brasillac soutint par la plume non seulement l'État français régnant depuis Vichy, mais aussi une collaboration totale avec l'Allemagne de Hitler. Il défendit tous ses crimes, dénonça ses ennemis comme les siens propres, encouragea à la déportation des Juifs. C'est sa compromission avec l'occupant qui l'avait conduit devant le peloton d'exécution. Le destin de Brasillac est somme toute assez banal. Comme tous les autres épurés, il est condamné en vertu de l'article 75 du Code pénal, qui condamne le crime d'intelligence avec l'ennemi. Son procès est cependant exceptionnel. Il est le seul écrivain d'envergure exécuté pour ses écrits collaborationnistes. Alors bien sûr, il y en a eu d'autres, comme le journaliste Georges Suarez par exemple. Mais aucun de ces écrivains ne comptait vraiment avant la guerre. Mais Robert Brasillac avant-guerre, c'était quelqu'un. Pourquoi revenir sur le procès Brasillac ? On pourrait penser effectivement que c'est une question réglée. Mais cette histoire fait partie des procès qui ne sont jamais tout à fait terminés, parce qu'il soulève la question de la responsabilité des intellectuels. Brasillac a été un cas de conscience pour ses pairs. Comment quelqu'un qui, comme lui, avait reçu la meilleure formation intellectuelle de son temps a-t-il pu se laisser séduire par le nazisme ? Comment a-t-il pu ainsi dévoyer son talent ? Il demeure d'ailleurs quelques zones d'ombre. En effet, le dossier d'instruction de Brasillac a disparu dans les années 60. Emprunté par 2 magistrats, il n'a jamais été rendu. Si, je vous jure. C'est l'historienne Alice Kaplan qui raconte ça dans son excellent livre sur le sujet qui a fait date et sur lequel je m'appuie pour cet épisode. Il faut aussi tenir compte de la réécriture des œuvres de Brasillac dans ses éditions d'après-guerre, qui ont été expurgées des passages les plus compromettants par son beau-frère et ami Maurice Bardèche. Oui, le fondateur du négationnisme français après-guerre, les plus fidèles auditeurs du podcast s'en souviendront. Bref, c'est avec les éditions des années 1930-1940 qu'il faut travailler sur Brasillac, pour connaître ce qu'a été véritablement cet écrivain. Et ces éditions sont souvent accablantes. Il y a aussi des mythes tenaces autour du procès de Brasillac. L'extrême droite, en reconstruction dans l'après-guerre, en a fait un martyr, symbole d'une épuration tous azimuts, hors de contrôle, transformant insidieusement les anciens bourreaux en victimes. Bref, il y a un sujet. Fallait-il fusiller Brasillac ? Je vous propose d'en venir aux faits. Qu'est-ce que c'est qu'un historien ? Nous autres historiens, nous sommes prisonniers quand même d'une information. L'histoire, c'est un dépassement de l'événement. C'est quelqu'un qui, Marc Bloch le disait, est un spécialiste du changement. Et nous trouvons des traces écrites. L'histoire n'est pas une science comme les autres, en particulier du fait qu'elle peut être faite, et elle peut être bien faite. Elle peut être faite d'une façon intéressante par des non-professionnels. Robert Brasillac est né en 1909 dans une famille bourgeoise de Perpignan. Son père est un officier, issu de la prestigieuse école de Saint-Cyr. Affecté dans l'armée coloniale, il meurt au Maroc en 1914 lors d'une escarmouche avec des tribus locales. La mère de Brasillac se remarie avec un médecin et s'installe du côté de Sens dans l'Yonne, d'où ce dernier est originaire. Robert Brasillac mène une enfance confortable, typique de la bourgeoisie. Il fait son lycée, ce qui est un privilège à l'époque. Il y montre des dispositions pour les matières littéraires et obtient son baccalauréat à 16 ans avant d'entrer au lycée Louis-le-Grand en 1925 avec une bourse d'État. Il est en effet pupille de la nation, du fait de la mort de son père sous les drapeaux. C'est à Louis-le-Grand qu'il rencontre Maurice Bardèche, avec qui il se lie d'amitié. Ce dernier finira par épouser sa sœur Suzanne en 1933. Ils vivront tous les trois jusqu'en 1944. C'est aussi à Louis-le-Grand que l'un de ses professeurs lui fait connaître l'écrivain royaliste et nationaliste Charles Maurras, maître à penser de l'extrême droite anti-dreyfusarde. S'il ne milite pas directement à l'Action française, la Ligue dirigée par Charles Maurras, il s'imprègne de la doctrine de ce dernier, appelée le nationalisme intégral. En 1928, il entre à l'école normale supérieure, dans la section littéraire. Normale Sup est alors l'école la plus prestigieuse, celle qui est destinée à former les futures élites de la nation. Ayant déjà une petite expérience dans les lettres,
Il a publié des articles pour des quotidiens locaux ou régionaux. Brasillac écrit désormais pour le quotidien royaliste de Maurras, l'Action française, mais aussi pour diverses autres revues essentiellement de droite. Il y développe un style caustique et mordant qui restera le sien dans chacun de ses articles de presse. Précoce, à 21 ans, il devient le critique littéraire attitré de l'Action française avant d'intégrer l'année suivante l'hebdomadaire d'extrême droite Je suis partout. Et ce n'est vraiment pas rien puisqu'à l'époque, l'Action française est un monument du paysage culturel et politique, lu certes par ses partisans mais aussi par ses ennemis. Au cours de la décennie 1930, Brasillac bascule du nationalisme maurassien, certes radical, anti-républicain, nationaliste et antisémite, mais relativement classique par son traditionnalisme, pour se tourner vers le fascisme. Certes, Brasillac n'est pas un doctrinaire très rigoureux, son adhésion est avant tout esthétique, dénuée de tout projet économique et social construit. En 1937, il devient le rédacteur en chef de Je suis partout, où sévissent déjà d'autres écrivains fascisants, comme Lucien Rebatté ou Pierre-Antoine Cousteau. La même année, Robert Brasillac visite l'Allemagne hitlérienne et assiste au congrès du parti nazi de Nuremberg. Il en tire un texte intitulé « 100 heures chez Hitler », qu'il publie dans la Revue universelle, une publication de la mouvance de l'Action française. Il y témoigne d'une fascination émotionnelle, sentimentale, sensorielle même, devant le spectacle des grandes messes nazies. Lui qui avait écrit son effarement à la lecture de Mein Kampf vient de faire son chemin de Damas national-socialiste. Cette sentimentalité qui tire parfois sur la mièvrerie est caractéristique du style de Brasillac. Si tout le monde salue son talent de critique littéraire, où son style se fait tranchant, mordant, et il faut le dire, drôle, ses romans ne rencontrent qu'un succès tout relatif. Ces derniers dégoulinent de cette sentimentalité mièvre dont Brasillac use pour décrire les pays fascistes qu'il traverse, comme les relations amoureuses entre ses personnages. Ses romans suintent de naïveté, son style est précieux, juvénile. Ses narrateurs sont le plus souvent de simples témoins, des silhouettes qui observent l'histoire de loin, bien éloignés en somme de l'archétype du héros fasciste. Pour Alice Kaplan, Brasillac est, je cite, une personnalité dont une moitié désapprouve l'autre. Aussi, faut-il rompre avec cette idée, forgée par ses hagiographes d'extrême droite après la guerre, d'un jeune écrivain de génie fauché dans la fleur de sa jeunesse par une épuration vengeresse. Brasillac était certes quelqu'un qui comptait dans le paysage littéraire, c'est vrai, mais comme critique, pas comme romancier. Bien sûr, ses romans ne sont pas à jeter, mais il n'avait pas rencontré de véritable succès critique, et leur impact sur la littérature française n'a rien eu à voir avec celui des romans d'un autre collabo, Louis-Ferdinand Céline, qui avec son Voyage au bout de la nuit puis son Mort à crédit révolutionne à la même époque le roman français. Notons aussi par honnêteté intellectuelle que Brasillac a été un critique de cinéma reconnu, qui a publié la première histoire englobante du cinéma en ton quart, à 4 mains avec son beau-frère, Maurice Bardèche, l'histoire du cinéma en 1935. Il n'en demeure pas moins que Brasillac est un propagandiste actif d'un fascisme à la française. On a dit que cet engagement politique semblait parfois jurer avec son style. On pourrait se demander à partir de quand cet aspect de sa personnalité a-t-elle pris le pas sur le reste de son œuvre. Pour Alice Kaplan, c'est en 1936 que se situe le tournant, que le clivage au sein de son style se fait de plus en plus marqué. Ses romans sont davantage nostalgiques, sentimentaux, à mesure que ses articles de presse se font de plus en plus cruels et déshumanisants. Autant ces personnages de romans n'ont aucune cruauté, aucun mordant, aucune aspérité, autant ces articles ne présentent au contraire aucune nuance et suintent un racisme réduit à sa plus simple expression, celle des stéréotypes animaliers. Je vous passe ce qu'il écrit dès les années 30 sur les juifs qu'il assimile, quelle inventivité, à des singes dans un article d'avant-guerre. Son activité est désormais, sinon exclusivement, essentiellement propagandiste. Finalement, sa sentimentalité, Brasillac l'a mise au service du fascisme, avec la publication en 1939 du roman Les 7 couleurs, probablement l'un de ses meilleurs, et qui rata de peu le prix Goncourt. Il y raconte l'histoire d'un triangle amoureux fasciste, sur fond de détérioration du climat géopolitique, puisque le roman se termine dans l'Espagne déchirée par la guerre civile entre les républicains et les franquistes. L'originalité du roman est qu'il voit se succéder 7 modes de narration différentes. Il y recycle son article « 100 heures avec Hitler » pour décrire la fascination du personnage, qui est en réalité la sienne, pour les cérémonies païennes du parti nazi à Nuremberg. Bref, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Robert Brasillac est bel et bien un écrivain fasciste, favorable à Hitler et Mussolini, dont il souhaite voir les recettes appliquées à son propre pays.
Quelle fut dès lors la guerre de Brasillac? Il est mobilisé sous les drapeaux en septembre 1939, affecté sur la ligne Maginot. Il est fait prisonnier le 25 juin 1940 sans que son unité n'ait eu à connaître les combats. C'est le début de plusieurs mois de captivité dans un camp pour officiers prisonniers. Ces lettres de cette période témoignent de la radicalisation de son antisémitisme. On y trouve en effet des commentaires sur les prisonniers juifs qui seront reproduits dans Je suis partout à son retour dans la France occupée. Il s'y vante notamment d'avoir fait taire des officiers juifs qui auraient tenté de prendre la parole lors des universités improvisées dans son camp de prisonniers. Libéré en avril 1941 à la demande de l'ambassade allemande à Paris, car susceptible d'aider la cause nazie, il regagne la capitale et retrouve la rédaction de Je suis partout. Interdite à l'initiative de Georges Mandel, alors ministre de l'Intérieur en juin 1940, car accusé de démoraliser l'opinion française dans sa guerre contre l'Allemagne, la revue Je suis partout avait reparu en février 1941 avec le soutien de l'occupant. Brasillac y reprend dès sa libération ses activités littéraires en mai 1941. Mais son activité va bien au-delà. Il prononce aussi des discours, poursuit l'écriture de ses romans, le tout dans le sens de la collaboration avec l'occupant. Il effectue également plusieurs voyages de propagande en Allemagne, ainsi à Weimar pour une réunion d'écrivains en octobre 1941, sur le front de l'Est en juillet 1943 avec Fernand de Brinon, le représentant du gouvernement de l'État français, celui de Vichy, à Paris, occupé. Il y accompagne également Jacques Doriot, chef du Parti populaire français, le PPF, engagé dans la LVF, la Ligue des volontaires français contre le bolchevisme, une unité de volontaires français partis combattre le communisme sous uniforme allemand. Dès 1941, Brasillac suscite le mépris et la haine, comme l'essentiel des milieux collaborationnistes d'ailleurs, qui n'ont jamais eu qu'une prise limitée dans l'opinion. Comme je l'ai dit en introduction, Brasillac est de tous les combats de l'Europe nouvelle de Hitler. Il est donc anglophobe, anticommuniste, mais aussi violemment antisémite. Et la revue ne se limite pas à une critique, fût-elle virulente, des ennemis de l'Allemagne. Ainsi, Je suis partout entretient une rubrique intitulée « Partout et ailleurs », où juifs, gaullistes et résistants sont dénoncés nommément et noir sur blanc. Les appels au meurtre sont fréquents, contre des personnalités déchues de la Troisième République notamment. On peut lire sous sa plume, je cite, « Qu'attend-on pour fusiller les députés communistes ?» Fin de citation. On y lit aussi des appels au meurtre contre Georges Mandel. Il ne s'arrête pas là. En septembre 1942, 2 mois après la rafle du Veldiv, au cours de laquelle près de 13 000 juifs ont été arrêtés et déportés pour être assassinés à Auschwitz, il écrit un article dans lequel on peut lire, et excusez-moi de citer, ouvrez les guillemets, « Il faut se séparer des juifs en bloc et ne pas oublier les petits ». Fin de citation. Je crois que j'ai besoin de faire une pause. Je crois que ce qui est le plus dérangeant dans le cas de Brasillac, c'est que, contrairement à d'autres collabos, il a quelque chose d'humain, voire de sympathique. Je parle de son côté éternel ado, pas sérieux, qui lui donne un air inoffensif. On a peine à faire le lien entre ces articles puants et des crimes réels. Ce sera d'ailleurs l'un des problèmes de l'accusation lors de son procès, prouver la matérialité de ce lien. Mais en la matière, le travail du procureur sera plus difficile que celui de l'historien. Je m'explique. Il y a bien eu des miliciens qui se sont engagés une fois mobilisés par les articles de Je suis partout. Peut-être même des volontaires de la LVF, plus tard de la Waffen-SS, qui ont fait de même. Je suis partout, c'était tout de même 300 000 exemplaires en 1944, soit 3 fois plus qu'en 1941. Cette revue a évidemment disparu aujourd'hui, mais il ne faut pas imaginer que c'était un journal de niche, comme pourrait l'être une feuille de chou d'extrême droite. Son influence sur l'opinion était réelle, au moins sur une partie radicalisée de cette opinion. Or, on sait le rôle des productions culturelles dans les génocides. On peut penser par exemple à la radio des Mille Collines, qui excitait au meurtre les assassins Hutus pendant le génocide du Rwanda. Oui, les mots tuent, même si leurs auteurs ont le sentiment de garder les mains propres. J'en parle ici car le procès va passer à côté de cet enjeu. Le procureur parlera bien sûr des articles de Brasillac, mais pour souligner qu'il avait été un mauvais français, selon la terminologie de l'époque. Mais il faut bien avoir cet enjeu en tête, car c'est lui qui explique le retentissement du cas Brasillac. Mais au moment de son procès, en janvier 1945, la justice ignorait la notion de crime contre l'humanité, forgée justement pour les procès de Nuremberg qui ne s'ouvriront que quelques mois plus tard. Que savait Brasillac du sort des Juifs en écrivant les lignes citées plus haut? Sans doute ignorait-il la réalité matérielle précise du sort qui leur était réservé. Pouvait-il ignorer que ce sort leur ait été funeste? C'est difficile à croire. Mais s'il ne pouvait ignorer ce fait,
il est possible qu'il n'ait pas tout à fait réalisé ce dont il en retournait. Il y a chez Brasillac un rapport manifestement distendu avec la réalité que reflète son style littéraire. Son évolution au cours de l'occupation va également dans ce sens. Je m'explique. Un événement a visiblement eu un impact sur Brasillac. Son voyage de propagande effectué en juillet 1943 sur le front de l'Est. Il s'y est fait photographier sur le site du massacre de Katyn, une forêt polonaise où au printemps 1940, le NKVD, police politique soviétique, avait exécuté plus de 21 000 officiers polonais, après l'invasion de la Pologne en vertu du pacte germano-soviétique d'août 1939. La découverte de ce charnier a-t-elle donné à l'homme de plume une idée de la réalité de la guerre menée par son propre camp sur le front de l'Est ? C'est difficile à dire. Mais il y a sans doute autre chose encore. Et cette autre chose, c'est un autre collaborationniste français qui nous le livre. Dans l'Inédit de Clairvaux, un texte qu'il a rédigé entre Noël 47 et novembre 49 durant sa détention. Lucien Rebatté, journaliste à Je suis partout, lui aussi condamné à mort en novembre 46 avant de voir sa peine commuée en peine de travaux forcés, rapporte un échange troublant qu'il aurait eu avec Robert Brasillac. C'est justement au retour de ce voyage de propagande de 1943 sur le front de l'Est que cet échange aurait eu lieu. Voilà ce que Brasillac aurait dit à Rebatté. Je suis allé en Pologne ce printemps. J'ai vu les ghettos. Je sais ce qui se passe dans ceux de Łódź, de Lwów, de Varsovie. C'est le massacre ou l'extermination par la faim. Nous ne pouvons pas avoir l'air d'approuver ça. Et face aux protestations de Rebatté, qui s'indigne que Brasillac envisage de lever le pied sur l'antisémitisme, sans commentaire, Brasillac poursuit. Je ne dis pas, bien sûr, que nous devons cesser d'être antisémites, mais il y a un ton que nous ne pouvons plus employer à propos des Juifs, et nous avons des sujets beaucoup plus urgents à traiter. Fin de citation. Pour l'historienne Bénédicte Vergès-Chaignon, cet extrait suggère que Brasillac avait eu des informations sur la solution finale. À une époque où la propagande racontait que les déportations des Juifs servaient à peupler des contrées dans l'Est de l'Europe, bientôt conquises par les nazis, Brasillac emploie les termes de massacre et d'extermination. Brasillac aurait-il été rattrapé par sa sentimentalité ? En effet, s'il est facile d'appeler à se séparer des Juifs en bloc depuis les bureaux de la rédaction parisienne de Je suis partout, il l'est beaucoup moins d'assister au spectacle du génocide. Bien sûr, Rebatté est un personnage qui peut susciter une légitime méfiance, mais il était un des proches de Brasillac, et écrit seulement 4 ans après les faits. Par ailleurs, cet échange donne du sens à la suite des choix de Brasillac, de son retour du front de l'Est à la libération de Paris. L'été 1943 voit en effet éclater un psychodrame à Je suis partout. Au sein de la rédaction, 2 lignes s'affrontent. Celle des durs, représentée par Cousteau, Rebatté ou Lesca, et la molle, tenue par Brasillac. Je vous laisse imaginer le niveau des durs. Pour les durs, le journal devait radicaliser son soutien à l'Allemagne, au PPF et à la milice nouvellement créée. Brasillac souhaite quant à lui revenir à une ligne éditoriale plus littéraire et cesser de parler de la victoire allemande. Et nous l'avons vu, des Juifs. Comme si les appels au meurtre et à la déportation ou les dénonciations pouvaient être cachés sous le tapis à l'approche de la libération. C'est qu'en 1943, le sort des armes a basculé. Les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord en novembre 1942, les Allemands ont perdu à Stalingrad en février 1943, Mussolini a été destitué suite au débarquement en Sicile la même année, et l'Allemagne est continuellement bombardée. La défaite est proche. Et puis, il y a ce que Brasillac a vu à l'Est. Alors, au cours de l'été 1943, Brasillac quitte Je suis partout. Jusqu'en 1944, il continue pourtant de publier dans des journaux collabos comme celui de Pierre Drieux-La Rochelle, intitulé Révolution nationale. Seul son style évolue pour se faire plus mélancolique. Avec les débarquements alliés de l'été 44, en Normandie puis en Provence, les collabos commencent à plier bagage vers l'Allemagne. Brasillac, lui, refuse de s'enfuir, malgré plusieurs opportunités. Croit-il pouvoir s'en sortir ? Souhaite-t-il devenir un martyr de sa cause ? Ou est-il saisi d'une forme inassumée ou inconsciente de culpabilité ? Toujours est-il que le 19 août, alors que Paris commence à se libérer, Brasillac trouve refuge dans une chambre de bonne. Le 1er septembre, Bardèche, son beau-frère, est arrêté et interné à Drancy. Mi-septembre, apprenant que sa mère a été arrêtée à Sens, il se livre de lui-même à la préfecture de police. Alors que la guerre fait encore rage, son procès se prépare. Alors nous y sommes. Brasillac passe d'abord 5 mois en prison, à Noisy puis à Fresnes. Paradoxalement, c'est une période littérairement féconde pour lui. Il profite de son temps libre, si j'ose dire, pour écrire des poèmes, un style qui, ironie du sort, avait été très investi par la résistance. Il écrit des lettres et surtout
la justification de son attitude pendant l'occupation, celle que son beau-frère servira à l'opinion après la guerre. Toujours déconnecté de la réalité, il choisit de n'exprimer aucun regret au cours de son procès. Le dernier acte se prépare d'ailleurs sans lui, mais il faut aussi avoir à l'esprit que la guerre n'est pas terminée. À l'hiver 1944-1945, Hitler lance une offensive sur les Ardennes, offensive qui fait reculer les Alliés pendant plusieurs jours, faisant planer sur un peuple à peine libéré le spectre de l'occupation. Il ne faut pas non plus oublier que les Allemands tiennent toujours en France plusieurs poches sur le littoral atlantique. Le sort des armes pourrait encore se retourner, pensait-on. Bref, la guerre n'était pas finie. Les esprits ne sont pas encore passés à autre chose, et cela va peser lourd dans la balance. Présentons tout d'abord les acteurs de la pièce qui va se jouer. D'un côté, chargé de l'accusation, le procureur Reboul, qui est un modéré. Comme tous les magistrats français, moins un, il a prêté serment de fidélité au maréchal, un fait que l'avocat ne manquera pas de souligner. Il a cependant rejeté Vichy dès l'entrevue de Montoire, en octobre 1940, entre Hitler et Pétain, qui avait lancé la politique de collaboration. Il a en outre surtout travaillé sur des affaires liées au marché noir. Il n'est donc pas trop compromis. Il a même mené l'accusation lors du procès de 13 membres français de la Gestapo en 1944. Sa vie en sera d'ailleurs menacée pendant des années. D'ailleurs, Reboul figurait sur une liste de résistants à exécuter si le sort des armes venait à se retourner, lu sur Radio Sigmaringen, une parodie de Radio Londres, animée par le gouvernement de Vichy en exil. Et comme le monde est petit, le procureur était le locataire et voisin de Jacques Izorni, futur avocat de Brasillac. Jacques Izorni est un conservateur, proche de l'Action française, mais assez anticonformiste. C'est un peu une star dans son domaine. Il était le plus jeune avocat du barreau avant-guerre, brillant, sa réputation le précède. Il est aussi persuadé que le rôle de l'avocat est de défendre le marginal contre le système, d'où une certaine appétence pour les causes perdues. Né d'un père italien naturalisé alors que ses enfants étaient déjà adultes, il avait perdu le droit d'exercer à cause des lois de Vichy sur les étrangers, avant d'être réintégré pour ses états de service d'exception. Cette mésaventure ne change rien à son soutien au régime, soutien dans lequel il se radicalise, allant dans certains écrits jusqu'à estimer que l'épuration des collabos était plus grave que les déportations ayant eu lieu pendant la guerre. Il encourage Brasillac à se défendre sans renier sa vision du monde. Autres acteurs peu connus du procès, les jurés. Ils représentent le retour de la démocratie dans les prétoires, puisque Vichy les avait supprimés. Les jurés sont 4, tirés au sort sur une liste de 20 personnes ayant témoigné de leur patriotisme pendant l'occupation. Une liste établie par des magistrats et un comité de libération, comportant des membres des différentes tendances de la résistance. Un mode de désignation critiqué, car il fait peser des risques de manque d'objectivité. Un système critiqué donc, y compris par des résistants, comme Jean Paulhan par exemple. Les 4 jurés sont issus de la banlieue parisienne et de milieux modestes. 2 sont clairement socialistes ou communistes, 2 sont apartisans. Notons qu'on fait tout de même mieux comme jury à charge. Le procès se joue en 6 heures, le 19 janvier 1945. C'est d'intelligence avec l'ennemi qu'est accusé Brasillac. Un motif passible de la peine de mort. La salle, remplie de partisans de l'écrivain, est hostile à la cour. L'ambiance est électrique. On reproche à Brasillac d'avoir été le relais de la propagande allemande, d'avoir entretenu des contacts suivis avec les autorités d'occupation, notamment via la librairie Rive Gauche, dont il faisait partie du conseil d'administration et qui organisait notamment des expositions pro-nazis. Parmi elles, notons en 1941 une conférence pour encourager des Français à aller travailler en Allemagne. Brasillac défend sa position collaborationniste. Il présente les nazis comme un rempart contre un mal plus grand, le communisme. Il minimise les crimes allemands en les comparant, c'est audacieux, aux crimes des troupes coloniales françaises en Indochine dans les années 1930. Il essaie de recentrer les débats sur son identité de bon français, ou plutôt de français de bonne foi, plutôt que sur ses convictions politiques. Il n'hésite pas à déplacer la discussion sur le terrain moral, un moyen de la dépolitiser. Il met sur un même pied la collaboration et la résistance, dans la mesure où, selon lui, l'une et l'autre alternative impliquent de se comporter avec courage et responsabilité. Responsabilité, un terme que la Cour retiendra au moment du verdict. Le procureur Reboul commence par reconnaître ses mérites littéraires, mais pointe du doigt les contradictions du polémiste. Je cite. « Vous venez en pénitent demander à la République le respect de ses principes sur la liberté d'opinion. Il n'épilogue pas sur les opinions de l'accusé, mais cherche à établir la matérialité de sa trahison.
il cite plusieurs passages, ampoulés et mélancoliques de 1944, où Brasillac exprimait son amour pour l'Allemagne et sa nostalgie de l'occupation finissante. Les connotations érotiques de la prose de Brasillac sont exploitées pour l'accuser de collaboration horizontale. Brasillac, métaphoriquement, a couché avec l'Allemagne. Maître Reboul exploite également, et c'est bien moins glorieux, les suspicions sur l'homosexualité de Brasillac. Cette dimension sexuelle a un fort impact dans la France de la Libération, qui vient de vivre la pire défaite de son histoire, défaite qui pouvait être facilement traduite en des termes de soumission sexuelle. Non seulement Brasillac a collaboré avec l'Allemagne, mais il a joui de la défaite de son pays. C'est un moyen, pour Reboul, de susciter le dégoût dans une phase de crise des valeurs masculines mises en valeur par des historiens comme Luc Capdevila. Certes, cette dimension du réquisitoire n'honore pas l'accusation, mais Reboul ne met pas non plus d'être factuel. Il cite les attaques de l'accusé contre les gaullistes, contre les hommes politiques de la Troisième République accusés lors des procès fantoches de Riom, les communistes et bien sûr les juifs. Il requiert donc la peine capitale en retournant contre Brasillac le sens des responsabilités qu'il venait de brandir. Vient le tour d'Izorni. De son côté, il essaie de brosser un portrait romantique de son client, en insistant sur l'écrivain Brasillac. Il lit les lettres écrites par d'autres écrivains en défense de l'accusé, celles par exemple de Paul Valéry ou de François Mauriac. Problème. Reboul a déjà posé dans son réquisitoire que ce n'était pas de cela dont il était question. De plus, les jurés n'entendent pas grand-chose à ces sujets littéraires. Pire, l'avocat va jusqu'à lire une strophe d'un poème écrit par son client en prison, un poème intitulé « Les murs », dans lequel il s'affirme comme familier des résistants qui étaient passés avant lui dans la prison de Fresnes parce qu'ils auraient rencontré des malheurs communs. Et ça, en 1945, c'est inaudible, surtout pour les jurés qui ont été du côté de la résistance et en ont connu les vraies rigueurs. Ce choix de défense est donc catastrophique. Izorni évite soigneusement de répondre sur les dénonciations. Il attaque la magistrature et ses compromissions avec Vichy et l'occupant. Il affirme qu'il s'agit d'un procès d'opinion. Cela lui évite de répondre sur la nocivité réelle des dénonciations de Brasillac. Comme le souligne Alice Kaplan, Izorni aurait pu insister sur le fait que le pouvoir réel de Brasillac sur les actions de l'occupant ou de la milice avait été surévalué. On aurait pu en trouver bien plus qui ont fait bien pire. Et ça aurait été vrai. Izorni a préféré ne pas l'abaisser, favorisant le panache à l'efficacité. Le verdict est prononcé au bout de 20 minutes de délibération. Brasillac est condamné à mort. Au cours de la dernière semaine de janvier, 3 écrivains lancent une pétition pour obtenir sa grâce. Jean Anouilh, Marcel Aimé et François Mauriac. Ce dernier, dont le fils Claude, était le secrétaire particulier du général de Gaulle et pourtant fondateur du Comité national des écrivains, est souvent attaqué dans les colonnes de Je suis partout, ainsi qu'avant-guerre par Robert Brasillac. À partir d'octobre 1944, quand les premiers écrivains ont été condamnés à mort pour collaboration, Mauriac avait opposé le pardon chrétien à l'épuration aveugle. Il avait ainsi obtenu la grâce d'Henri Béraud. Cette pétition s'accompagne d'une polémique, opposant Mauriac, partisan de la reconstruction de la France sur la réconciliation, et Albert Camus, qui réclame la justice et appelle à se débarrasser des représentants d'une élite médiocre et corrompue qui s'est compromise dans la collaboration. Parmi les signataires, Jean Cocteau, lui aussi compromis pour avoir notamment fait l'éloge du sculpteur nazi Arno Breker. Camus, qui finit par s'y résoudre du fait de son opposition à la peine de mort. Claudel, Colette, Valéry, Jean Paulhan. 2 seulement sont de vrais résistants, Paulhan et Camus. Plusieurs écrivains refusent, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, mais aussi André Gide ou encore le peintre Pablo Picasso. Cette affaire entraîne une rupture au sein du Comité national des écrivains, surtout entre les communistes comme Aragon et Éluard, favorables à l'épuration, et les autres. La pétition, envoyée par Izorni à De Gaulle avec le recours en grâce, réunit entre 57 et 63 signataires selon leur version. On peut avoir l'impression que Brasillac a donc été relativement soutenu par le monde des lettres. Faut voir. Les signataires ont en moyenne 62 ans. Le jeune Camus, 32 ans, fait exception. L'essentiel des gens qui ont signé cette pétition étaient de vieux écrivains établis, issus de l'Institut, de la Comédie Française ou de l'Académie. Il n'a donc pas reçu le soutien des écrivains de sa génération, et ça c'est à noter. Entre le 20 janvier et le 5 février 1945, date de sa décision finale, De Gaulle reçoit, en plus de la pétition, 60 lettres, dont l'une est de Brasillac lui-même. L'affaire suscite des doutes jusqu'au plus haut niveau de la magistrature. Contrairement à un mythe tenace,
De Gaulle n'a pas pris sa décision après avoir confondu Doriot et Brasillac sur une photographie prise lors de leur voyage sur le front de l'Est en 1943. Pour De Gaulle, c'est le talent de Brasillac qui faisait sa responsabilité. Pour lui, Brasillac était d'autant plus responsable qu'il était talentueux. La grâce est donc refusée. Brasillac est donc exécuté le 6 février 1945. Sa mort ouvre un débat sur la responsabilité des intellectuels quant aux conséquences de leurs écrits. Débat que le procès n'a pas abordé. Pour Simone de Beauvoir, qui a assisté au procès, le motif de sa condamnation, intelligence avec l'ennemi, passe à côté de l'essentiel. Oui, Brasillac s'est accoquiné avec l'Allemagne. Mais c'est bien de crimes contre l'humanité qu'il s'est rendu coupable. Un crime qui n'était pas encore constitué au moment de son procès. En conséquence, le procès de Brasillac renforce la légitimité des cours de justice du gouvernement provisoire de la République française, qui, 4 mois après leur création, démontrent leur efficacité et leur sévérité. Il renforce aussi, paradoxalement, le poids des intellectuels, en leur rappelant leur responsabilité dans les politiques qu'ils soutiennent. Il y a une autre conséquence, et suivez-moi bien dans mon propos car je ne veux pas qu'on se méprenne. Brasillac était définitivement condamnable. Mais la peine de mort, au-delà de toutes les raisons qui ont présidé à son abolition en 1981, la peine de mort, disais-je, a un effet pervers, celui de créer des martyrs. Il existe bel et bien une ligne de continuité entre la défense de Brasillac, puis de Pétain par Jacky Zorni, et les discours de réhabilitation du régime de Vichy, voire de la collaboration, jusqu'à aujourd'hui. Pour ces apologistes, Brasillac n'était qu'un poète, un idéaliste, mais pas un propagandiste. Son destin en fait donc un martyr, le symbole d'une épuration sanguinaire et aveugle. L'exécution de Brasillac devient l'un des mythes d'origine à partir duquel se reconstruire pour une extrême droite démonétisée dans l'immédiate après-guerre. Alors ma question en introduction était un peu provocante. Il était évident que nous n'allions pas refaire le procès de Brasillac. Il était évident que la question de savoir s'il méritait d'être fusillé est nulle et non avenue du fait de l'abolition de la peine de mort, sur laquelle, à titre personnel, je n'ai aucune intention de revenir. Mais il faut tout de même voir quelque chose. Malgré sa culpabilité, l'exécution de Brasillac a donné un mythe à cette extrême droite. N'eût-il pas été exécuté, il y a fort à parier que Robert Brasillac serait tout simplement tombé dans l'oubli. C'était le prix de l'exemplarité voulu par De Gaulle. C'est la fin de cet épisode sur Mémoire vive, j'espère qu'il vous aura plu et ou qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez-nous quelques étoiles sur l'application de podcast que vous utilisez. Si vous découvrez cet épisode sur YouTube, un like et un abonnement font toujours plaisir. On se retrouve très vite pour la suite. En attendant, restez calme et écoutez les historiens.